Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Nous poursuivons notre tour des communes. Rappelez-vous, 52 candidats en liste pour 20 communes. Ce soir, nous partons du côté de Baïf avec deux candidates, 2 sur 3, donc Marie-Yveline Ponchateau, Sylvie Gustave Diduflo et Marie-Lucille Breslau sont en liste pour ce deuxième tour. Donc sur ce plateau, nous avons deux candidates, donc Marie-Yveline Ponchateau et Sylvie Gustave Diduflo. Nous ferons un tour de cette commune pour ce second tour. Rappelez-vous, le 15 mars, il y avait le premier tour. Vous avez eu à voir les résultats, à voir un petit peu ce qui se passait. Ensuite, il y a eu cette crise sanitaire qui a repoussé la date du 22 mars au 28 juin. Donc c'est très bientôt. Les candidats se positionnent déjà. Les candidats sont déjà sur le terrain, je vais dire, pour ce deuxième tour. Donc nous verrons un petit peu sur cette commune de Baïf ce qui se passe réellement. Mais permettez que je puisse faire un bref rappel des résultats du premier tour. Il y avait un taux de participation à Baïf de 55,31%. Il y a eu donc 3 candidats qui sont sortis en tête, mais je vous donnerai tous les résultats des 6 candidats. Marie-Yveline Ponchateau était sortie en tête avec 36,92%, soit 912 voix. Ensuite, il y avait Sylvie Gustave Diduflo avec 24,74%, 611 voix. Et Marie-Lucille Breslau, 17,33%, ce qui donnait 428 voix. Rodolphe Jean-Baptiste, lui, était arrivé en 4e position avec 247 voix, soit 10%. Édouard Hachi, 9,96, 246 voix. Et Christian Zozio, 1%, ce qui donnait donc 28 voix. Voilà pour ce bref rappel du premier tour. Et maintenant, place au débat entre nos deux candidates ici en plateau. Donc Marie-Lucille Breslau nous a envoyé un SMS nous disant qu'elle avait un contretemps et qu'elle ne pouvait être sur ce plateau. Mesdames, bonsoir et merci d'être avec nous. Voilà donc Marie-Yveline Ponchateau, je débuterai avec vous. Vous êtes sortie en tête de ce premier tour. Alors, vous êtes maire sortant. Qu'est-ce qui vous a manqué pour ce premier tour pour être élu, on va dire, dès le premier tour? Donc, je dirais tout d'abord bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10. À la population guadeloupéenne et plus singulièrement à la population de la commune de Baïf. Je profite de l'occasion qui m'est offerte ce soir pour saluer toutes les maires de la Guadeloupe et reconnaître les efforts qui sont faits quand une maman élève ses enfants et qui plus tard attend un retour conséquent de la part de ses enfants. Donc, bonne fête à toutes les mamans, même si nous sommes à 2 jours. Donc, Yves Boissy, vous me posez la question, qu'est-ce qui a manqué au ce premier tour? Je dirais que, il y a eu peut-être un manque de mobilisation, parce qu'on a eu un événement inédit, donc il fallait faire face. Donc, il y a eu quelque peu la crainte que la population sorte, mais je dirais que le score reste honorable. Dans la mesure où la population baïfienne me permet de virer en tête dès le premier tour avec une avance, je dirais, conséquente et qu'il faudra encore travailler pour ce deuxième tour. Mais il faut dire aussi que l'abstention reste toujours le pire ennemi lors des élections. Donc, il suffira pour ce deuxième tour de mobiliser tous les abstentionnistes et convaincre à nouveau en disant oui, le virus il est là, mais tout est mis en œuvre pour que chaque électeur se rende au bureau de vote pour accomplir son devoir civique en toute sécurité. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette crise sanitaire de Covid-19 qui pointait déjà, on va dire, le nez
en France et notamment chez nous, mais l'abstention demeure d'année en année et à chaque élection. Donc, comment combattre cela? C'est surtout cela. Est-ce que cette confiance en nos élus ne mérite pas d'être un peu, je vais dire, de revenir au sein d'une population? Comment faire ça, je ne sais pas. Mais est-ce que ce n'est pas ça, ce manque de confiance qui fait que, bon, d'année en année ou d'élection en élection, les Guadeloupéens ne voient pas forcément l'intérêt de venir aux urnes? Il y a certainement un manque de confiance, mais vous savez, hein, si on fait un retour en arrière et qu'on observe la politique, ça reste quelque chose de noble. Ça reste une belle chose. On apprend des choses, surtout quand on se met au service des autres. Mais si elle a été dénaturée et sans formation, sans éducation civique, c'est normal, je dirais presque normal aujourd'hui qu'on soit à ce résultat. Moi, je suis rentré très jeune en politique, j'ai connu comment on monnayait les voix. Donc aujourd'hui, un élu ne peut pas tout faire. Et un élu ne peut pas tout donner. Est-ce que ce discours-là, il est tenu sur le terrain? Alors, je vous dirais que ce qui se passe, c'est pas de promettre et de se dire, bon, on verra après. C'est un discours, justement, qui est peut-être ancré dans notre culture, mais il nous appartient aujourd'hui, justement, sur le terrain, de commencer à éduquer notre population dans ce sens-là, en disant qu'on a un droit civique et qu'il faut avoir un œil bien béatif, un œil de discernement, de manière à choisir un élu qui travaille et pas un élu qui va promettre sans cesse, qui va taper du dos tous les jours, sans jamais dire faire ce qu'elle a promis. Et quand on promet, c'est parce qu'on a les moyens. Donc moi, à mon niveau, c'est la stratégie que j'ai toujours mise en place. Je dis que je suis un maire aujourd'hui. Vous ne donnez pas de tape dans le dos? Je ne vais pas donner, je ne vais pas me mettre en position pour aller dans le sens du poil, dans la mesure où un élu arrive au pouvoir, que ce soit la collectivité, l'élu arrive les mains vides. Donc l'élu vient d'abord pour gérer et gérer dans l'intérêt général de tous. Donc l'élu arrive les mains vides et, une tête, et avec une tête bien pleine de projets. Je ne dirais pas une tête bien pleine, mais une tête suffisamment avertie, apaisée, de manière à ce qu'on puisse travailler de manière fluide sur le terrain. Vous savez, si on se met à promettre tout, il y a un jour, on ne peut plus regarder la population en face. Il faut pouvoir dire oui, qu'on accompagne, qu'on guide, mais il faut pouvoir aussi dire non avec des explications. Et je pense que c'est cela qu'on n'en a pas fait suffisamment. Toujours faire croire qu'on fera, qu'on pourra. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus gérer dans le mensonge. Il faut vraiment tenir un langage de vérité à la population, que ça plaise ou pas dès le départ. Mais vous savez, la personne qui sort de votre bureau sortira peut-être fâchée, mais à la longue, la personne dira, mais le maire a peut-être raison. Donc c'est un travail de longue haleine, de manière à ce qu'aujourd'hui, qu'on fasse un vrai travail civique, c'est quoi les élections? Pourquoi aller voter? Pour qui voter? Donc le travail de discernement s'impose aussi en politique. Pour le deuxième tour, on sait qu'on essaie de rassembler, de voir les autres candidats qui n'ont pas été retenus. Est-ce que vous avez fait ce travail? Est-ce que vous avez, par exemple, rencontré M. Hachi, M. Rodolphe Jean-Baptiste, peut-être M. Zozio? Alors, comment avez-vous abordé la question? Rassembler un maximum. Alors, je vous dirais que ma préoccupation première, c'était la gestion de la crise du Covid-19 sur le terrain. Donc, la négociation, vous savez, je ne sais pas y faire. La deuxième chose, le maire sortant, je suis d'ailleurs toujours en place, c'était la candidate à abattre. Donc, aujourd'hui, comment faire alliance avec vos adversaires qui demain ne seront pas forcément de bons alliés pour gérer la collectivité.
Donc c'est ce que vous appelez des alliances contre nature. Contre nature. Donc là, je suis contre cela. J'ai été contacté par un candidat dès le départ pour avoir une bonne conduite sur le terrain. Et ça s'arrête là. Parce que j'estime que depuis l'âge de 22 ans, je suis en politique. Depuis quel âge? L'âge de 22 ans, je suis en politique. J'ai déjà vu des vertes et des pas mûres. Donc je sais à quoi m'en tenir dans ce genre de choses. Qu'est-ce qui était le plus important, les vertes ou les pas mûres? Vous savez, hein, il faut savoir faire la part des choses et surtout se dire que être en politique, on l'a choisi, on assume, mais avec aussi beaucoup de prudence et de vigilance et en toute humilité. Merci, je vous retrouve d'ici quelques instants. Maintenant, la parole à Sylvie Gustave Duflo. Vous êtes sortie en deuxième position au niveau de ce premier tour. Pour vous, c'est une belle performance, je dirais, ou pour vous, est-ce que c'était important d'être vraiment bien positionné au niveau de ce premier tour? Alors tout d'abord, je voulais saluer la population de la Guadeloupe qui nous écoute et évidemment la population de Baïf. Et effectivement, nous sommes juste à quelques jours de la fête des mères et donc profiter pour saluer toutes les mamans qui se dévouent au quotidien pour leurs enfants. Alors effectivement, la population nous a positionnés en deuxième position pour ce second tour. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce scrutin du premier tour, c'est que la population a montré un vrai vote de défiance vis-à-vis du maire sortant. Pourquoi ? Comme vous l'avez dit, le maire sortant recueille 912 voix. Si vous faites l'addition de toutes les listes d'opposition, vous êtes à plus de 1555 voix. Ça veut donc dire, mathématiquement, que les listes d'opposition ont fait plus de voix au premier tour que le maire sortant. Et ça c'est c'est un premier fait et une première donnée. Ça veut donc dire que la population ne souhaite pas reconduire le maire sortant, puisque la population juge que pendant les 6 années de mandature, elle n'a pas répondu aux obligations qui lui étaient faites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tout simplement, Madame le maire sortant a parlé de promesses qu'il ne fallait pas tenir. Ça, c'était son programme de 2014. D'accord ? Et dans ce programme de 2014, on retrouve toutes les promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Je veux dire, heureusement que la parole s'en va, mais les écrits restent. Je prends pour exemple la création de rôles de pêche pour les marins-pêcheurs qui sont en grande difficulté puisqu'ils vendent leurs poissons sur le parking et n'ont pas de structure dédiée. Je pense aux infrastructures sportives de la C Saint-Robert, je parle du terrain de sport ou les poteaux lumineux qui permettent de faire des matchs en nocturne. Ça fait plus d'une dizaine d'années que ces poteaux n'ont pas été réparés. Et pourtant, dans ce programme, il était clairement dit que le sport devait être un vecteur d'émancipation et d'excellence. Je prends le cas également au niveau économique. Elle s'était engagée à faire des renégociations, à revaloriser la zone d'activité commerciale et artisanale et à renégocier un certain nombre de choses pour qu'il y ait davantage de recettes qui rentrent dans la commune. Aujourd'hui, rien n'a été fait. Alors je le dis très clairement, et c'est pour ça aussi que ces plus de 1500 électeurs ont donné quitus aux autres listes et non pas à celle de Mme Pontchâteau, c'est que la population, elle regarde, elle juge et elle constate qu'en 6 ans, il n'y a eu aucune évolution. Même pire, mercredi 12 juin, le maire sortant s'apprête à voter le budget 2020. On aurait pu penser qu'elle aurait pu attendre puisque le ministère de la cohésion sociale permettait au maire de pouvoir voter le budget primitif jusqu'au 31 juillet 2020. Donc, elle décide de le voter le 12 juin. Donc, elle va voter un budget que la nouvelle équipe municipale qui sera en place à partir du 28 juin va devoir appliquer.
Et pour la 6e année consécutive, le budget va être voté en déséquilibre. Et parallèlement à ça, les taux d'imposition n'ont pas été revus, ce qui veut donc dire que la feuille fiscale restera douloureuse, et bien pour les 30% de la population qui paye l'impôt à Baïf. Donc effectivement, on ne peut pas venir dire qu'on ne fait pas de promesses parce qu'après il ne faudra pas regarder la population en face. Des promesses ont été faites, d'accord, dans ce programme de 2014, et j'invite la population à reprendre ce programme. 90%, 90 à 95%, eh bien, des promesses qui ont été faites dans ce programme n'ont pas été tenues. Et ça, je veux dire, c'est objectif. Ce n'est pas Sylvie Gustave Duflot qui vient dire que le maire a fait ou n'a pas fait. C'est objectif. Et donc, il suffit de lister ce qui a été fait par rapport à ce qui avait été promis. Alors Marie-Evelyne Ponchatto aura la possibilité de réagir tout à l'heure, mais j'aimerais revenir sur un point. Vous avez parlé de l'opposition, vous avez compté toutes ces voix. Est-ce que ça voudrait dire que, mis à part Marie-Lucille Breslau qui se maintient, vous avez eu à rencontrer les autres candidats? Est-ce que vous avez pu rassembler autour de votre candidature? Qu'en est-il exactement? Alors, pour moi, c'est l'unité baïfienne qui est importante. Et donc, au-delà de nos clivages et de nos oppositions, j'ai essayé de dialoguer avec chaque liste et chaque tête de liste. Et donc aujourd'hui, au second tour, Nouvel Élan pour Baïf a fusionné avec la liste d'Edvarachi, Baïf 2020, construire le Baïf de demain. Et donc aujourd'hui, la nouvelle liste que nous présentons à la population, c'est Unir pour Baïf. Et ce mot est important parce que c'est l'unité baïfienne, la solidarité qui est importante, puisque pendant les 6 années, ça a été la division et la promotion d'un clan. Donc, M. Hachi est à vos côtés. M. Edvarachi est à mes côtés. Rodolphe Jean-Baptiste, nous avons fait la même démarche, mais il a préféré ne pas donner de consigne de vote pour le second tour. Et avec Mme Breslau, nous avons entrepris la même démarche. Et là aussi, donc, elle a maintenu sa candidature. C'est vrai que chacun peut voir ce qui est important pour soi, mais ce qui était important, c'était véritablement de monter une liste d'union pour montrer qu'au-delà de nos divisions, nous sommes en capacité à s'unir pour travailler. Et enfin, ce que je voulais également dire à la population de Baïf, c'est qu'il faut regarder les élections, il faut regarder les résultats, non pas sur une élection, mais sur une série d'élections. Et c'est ce que nous avons fait. 2008, Madame le maire sortant est candidate, elle fait 900 et quelques voix. Alors qu'elle est conseillère départementale et conseillère régionale sortante, et Madame Breslau l'emporte dès le premier tour. En 2014, au premier tour des élections, elle fait 1084 voix. Et il va falloir que Nouvel Élan pour Baïf, qui aura fait 765 voix, appuie sa candidature au second tour pour qu'elle puisse l'emporter à plus de 1700 voix. Le report des voix de Nouvel Élan pour Baïf s'est fait à 100% sur sa candidature. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Elle est maire en place et elle est encore à 900 voix. Ça veut donc dire que, au-delà de son électorat, elle n'a pas réussi à rassembler l'ensemble de la population. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'elle ne pourra pas compter sur des alliés pour pouvoir lui permettre de passer la barre des 1400 à 1500 voix. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais dire et ce ras-le-bol général de la population par rapport à la gestion communale qui est faite. Merci. Marie-Evelyne Ponchatto, donc je pense que vous voulez réagir par rapport aux propos de Madame Gustave Duflot. Les propos de Mme Gustave Duflot n'engagent qu'elle. Mais je vous dirais que quand on va aux élections, on ne fait pas que du calcul. On ne fait pas que des mathématiques. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. D'abord, il y avait un programme. Oui, et Mme Gustave Duflot, si elle a bien lu le programme de 2014, je disais toujours en fonction de nos possibilités. Alors, peut-être qu'elle lit à sa manière quand ça l'arrange, mais aujourd'hui, à Baïf, nous avons un bilan à partir de ce programme.
il n'est pas effectivement fait à 100% ce programme, mais 70% Non. des choses ont été entamées. Je vous ai laissé parler, madame, Même pas s'il vous plaît. 20%. 70% Même pas 20% des choses ont réalisé. été entamées. Et aujourd'hui, nous arrivons sur une phase où nous avons amélioré notre solvabilité parce que nous avons hérité d'une situation financière complexe et catastrophique au regard aujourd'hui d'un autofinancement positif. Je dis bien positif, progressivement, parce que jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas encore faire d'emprunt pour pouvoir financer nos propres projets. Nous vivons que sur des subventions, mais surtout des subventions quand on veut bien nous aider dans certaines collectivités, pour ne pas la citer, la collectivité régionale, et je vais y venir tout à l'heure. La deuxième chose, aujourd'hui, on gagne en trésorerie. On gagne en trésorerie dans la mesure où aujourd'hui, aucun des fournisseurs sur la place, et quel que soit à l'extérieur, ne peut dire que la commune de Baïf ne respecte pas les délais de paiement. Aujourd'hui, nos délais sont ramenés à 30 jours. Ensuite, il a fallu mettre en place une organisation administrative pour pouvoir aujourd'hui arriver à ce résultat. Le résultat, quel est ce résultat? Un fonctionnement avec des procédures, la mise en place d'économies gastriques sur pratiquement tous les domaines. Et aujourd'hui, ce redressement financier commence à porter ses fruits. Je dis bien commence à porter ses fruits quand je parle d'autofinancement progressif, positif et progressif. Et ces signaux financiers sont aujourd'hui un encouragement pour aborder justement cette prochaine mandature que Mme Gustave Duflo dit qu'il y a un vote de défiance. Je lui dirais que non, dans la mesure où personne ne détient le livret de quiconque. Et aujourd'hui, quand elle dit qu'elle a permis à Mme Ponchartrault d'être maire en 2014, je lui dirais sur toute la longueur d'onde que cela est faux. Parce que quand on accorde un soutien, il est total. En venant sous contrainte, une fois faire une conférence, ce n'est pas un soutien. Et en dépouillant les bulletins de vote et en trouvant un tas de bulletins nuls ou alors des bulletins avec les deux candidats, donc elle parle d'union aujourd'hui, mais en 2014, l'union, nous l'avons cherchée et nous ne l'avons pas eue, autre que de l'humiliation. Donc il est bien beau aujourd'hui de venir porter des critiques, de venir porter des mensonges, mais je dirais que sur les projets qu'elle a cités, elle va sous les compétences du département. Oui, le hall le port de pêche, le hall des marins pêcheurs, le port de pêche, ce sont des compétences du département. Avec le département, nous avons initié un projet. On a trouvé des caisses vides, donc on ne peut pas investir. On nous a demandé de différer nos investissements. Donc on a différé des investissements, mais en recherchant des partenaires pour nous permettre de rebondir par la suite. Et c'est ainsi qu'avec le département, nous avons mis en place un projet où les marins pêcheurs ont été invités, ont été conviés pour leur présenter ce projet en cohérence avec tout ce qui se fera comme travaux sur le nouveau port de pêche et l'aménagement de manière à ce qu'ils aient un lieu pour pouvoir vendre leurs produits. Mais ça va plus loin dans la mesure où l'économie, c'est la communauté d'agglo. La compétence économique, c'est la communauté d'agglo. Mais rien ne peut se faire sans la communauté d'agglo. Donc nous mettons en place les projets, on annonce les projets, mais il faut les mettre en place. Il faut faire les études. Et en fait, je dis et je me tiens et je persiste à dire que 2020, les projets sortiront de terre, tels que la vitrine galerie. La vitrine galerie, oui, elle est sur le programme de 2014. Le terrain, on a fait l'acquisition du terrain par le biais de l'agence des 50 pages géométriques qui nous ont cédé ce terrain. Pour nous céder ce terrain, il fallait mettre en place, proposer un pré-projet. Donc, le travail ne se fait pas du jour au lendemain. Il est facile de parler, il est facile de faire de l'exercice de langage, mais il faut aussi s'asseoir et pouvoir travailler pour conduire chaque projet à terme. Et c'est cela que nous faisons aujourd'hui. Et je vous dirai que cette semaine, le presbytère a démarré. Projet où la région nous a menés en bateau, où la région a déprogrammé ce qui avait déjà été validé par délibération
au sein de notre conseil municipal par délibération au sein de la collectivité régionale. Avec plusieurs courriers de relance où on nous a dit la première fois ça sera traité au budget 2017. On a attendu, on n'a rien vu. Après, on a encore relancé. On n'a rien vu. Aujourd'hui, nous partons sous nos propres moyens. Donc, vous dites que la collectivité régionale vous a mis des bâtons dans les roues? Je ne dirais pas qu'on a mis des bâtons dans les roues. La collectivité régionale a tiré les cordes, a tiré la ficelle et a financé quand elle voulait. Et quand il y avait des travaux qui étaient déjà, qu'on avait déjà embrayés, donc on traînait aussi pour nous reverser les soldes. Quel était l'intérêt? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas quel était l'intérêt, mais sauf que peut-être qu'on nous a rendu service dans la mesure où on n'est pas resté à nous croiser les bois, on a frappé à d'autres portes et les projets sortiront de terre aujourd'hui. Donc, Madame Gustave Duflo, il est facile pour elle de critiquer. C'est son rôle, elle est dans son rôle, elle veut être maire à tout prix, en utilisant tous les moyens, en manipulant la population, mais la population aussi a bien vite compris avec qui elle a affaire dans la mesure où Madame Gustave Duflo dit qu'il faut regarder sur toutes les élections antérieures, mais elle a oublié de regarder aussi sur toutes les élections antérieures. Je n'étais pas candidate, mais j'ai toujours eu à fournir une majorité, même quand le maire était en place. Et elle, aujourd'hui, elle est en régression. Elle est en régression puisqu'en fait, elle n'a eu aucune majorité sur toutes les élections depuis qu'elle est conseillère régionale. Donc, Madame Gustave Duflo, je dis qu'elle est dans le faux. Maintenant, je voudrais revenir. Alors, juste avant, Marie-Evelyne Ponchateau, puisque vous aurez le temps et puis on va aborder ce que vous voulez réellement faire si vous êtes élu. Juste avant, vous avez à réagir et puis ensuite nous passerons à cette phase où vous parlerez à votre population pour lui dire exactement. Je voulais terminer. Vous étiez encore sur la première partie. Oui, je voulais terminer. Alors, rapidement. Dans la mesure où Mme Gustave Duflo parle de l'AC Saint-Robert. Le bâtiment de l'AC Saint-Robert ne nous appartient pas, n'appartient pas à la collectivité. C'est un bâtiment qui appartient à une association. Je n'étais pas maire, j'ai fait des efforts pour aider cette association. Mais vous savez, il faut vouloir et il ne faut pas aussi vouloir mettre la politique au sein des associations. Donc, quand on met de la politique au sein d'une association sportive ou culturelle, on gangrène le fonctionnement même de l'association. Je suis maire, qu'est-ce qu'on a fait? Par le biais de la politique de la ville, nous avons eu à aider le club de l'AC Saint-Robert pour les études de rénovation de leurs bâtiments. Mais en fait, on fait ce qu'il y a à faire, mais on ne peut pas faire à la place de tout le monde. Il faut que chacun y mette du sien. Et concernant le complexe sportif, et quand je dis qu'aujourd'hui vous allez me demander tout à l'heure pour notre projet, le vaste chantier de rénovation, il est très vaste parce qu'en fait, depuis très longtemps, aucun des bâtiments publics n'a été entretenu. Donc le stade, il sera en rénovation, mais on ne peut pas tout faire en même temps, surtout quand on n'a pas les moyens. On a demandé à la collectivité régionale justement pour que cette électrification soit reprise. On a eu une fin de non-recevoir. Et même au niveau sportif, ce qui est déjà sur le terrain, construit par la collectivité régionale, nous avons demandé une convention pour pouvoir entretenir justement ce parcours sportif aujourd'hui où tous les équipements sont abîmés et qui va poser un problème de sécurité. On se retrouve dans un flou. La région n'a jamais répondu à cela. Donc, je veux bien qu'on critique, mais qu'on critique objectivement et qu'on parle d'équité quand on dit vouloir aider la commune. Merci. Parce que je me retrouve aujourd'hui avec un bilan exhaustif, positif, reconnu de tous. Moi, je voudrais demander à Mme Gustave Duflo, reconnu par tous, et je ne vous coupe pas, Mme Gustave Duflo. Laissez-moi terminer. Je ne vous coupe pas. Je vous ai entendu. Vous me laissez parler. Reconnu par tous. Je dis bien un bilan exhaustif reconnu par tous. Et elle, quel est son bilan en tant que conseillère régionale sur le territoire de la commune? Autre que pour faire des exactions à l'approche
de la campagne électorale en bougeant, en racontant du tout et n'importe quoi pour pouvoir manipuler la population parce qu'on veut être maire aujourd'hui. Eh bien non, moi je dis quand on veut être maire, on commence d'abord par travailler, on commence d'abord par être franc dans son comportement et surtout franc dans sa démarche parce qu'on sait que c'est le collectif que l'on a en face. Merci. Sylvie Gustave Duflo. Alors, il est intéressant de voir la démarche du maire sortant. Comme elle a dit, elle est arrivée aux affaires, elle avait 22 ans, donc ça fait près de 40 ans qu'elle est en politique. Ah oui, il y a de l'expérience. Et de voir la manière dont elle a, le regard qu'elle porte sur les affaires. Ce qu'elle dit que la collectivité régionale ne l'a pas aidée, que la collectivité régionale lui a mis des bâtons dans les roues. Ah non, je n'ai pas dit ça. Et donc, vous l'avez très clairement dit. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit qu'elle traîne des pieds. Et donc, en fait, ça montre que lorsque Mme Ponchatto était elle-même conseillère régionale, faisant partie d'une majorité, eh bien, les processus et les procédés qui étaient utilisés de son temps. C'est faux. Aujourd'hui, avec Harry Chalus, le président de la région Guadeloupe, comme vous avez pu le voir, il travaille avec toutes les communes. Et toutes les communes, y compris les communes qui ne sont pas pour lui. Et le président Harry Chalus a une tendresse particulière pour Baïf, puisqu'il a été élevé sous les hauteurs de Cadette. Et donc, c'est toujours avec énormément de bonheur qu'il revient sur ce territoire où il passait, où il a vécu une partie de son enfance. Donc, je ne comprends pas très bien là où Mme Ponchatto va en venir. Par contre, un refus systématique de la municipalité de vouloir travailler avec la collectivité régionale, ça c'est vrai. Et ça s'était jamais vu. Je peux prendre quelques exemples. Lorsque, en 2017, le président Harry Chalus vient rencontrer la collectivité communale, c'est ensemble que sont définis les projets qui vont bénéficier de subventions régionales. Et dans la liste que la commune présente, à aucun moment il n'y a le presbytère. Ça aussi, il faut que la population le sache. Et faux. Donc, il n'y a pas, de toute façon, je pourrais le mettre à la disposition de la population. À aucun moment, il n'y a le presbytère. Et donc, aujourd'hui, Madame Ponchatto veut faire croire que si les travaux sous le presbytère n'ont pas été menés, c'est à cause de la collectivité régionale. Donc, sur tout le listing, on a parlé de centres aérés, on a parlé de rénovation de mairie, on a parlé de certain nombre d'accompagnements que la collectivité régionale devait faire. Mais en 2017, à aucun moment, le presbytère n'a été mis dans le programme des travaux à réaliser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la collectivité régionale peut, lorsqu'il y a un certain nombre de travaux à réaliser, et surtout lorsque la commune est en difficulté, la région Guadeloupe peut prendre la maîtrise d'ouvrage pour donner un coup de main aux communes. Et la maîtrise d'ouvrage permet tout simplement à ce que les travaux se fassent, d'accord ? Et ensuite, généralement après, la collectivité régionale s'arrange avec les communes, les différents financeurs, pour recevoir l'argent qui est versé au plan de financement. Madame le maire n'a pas souhaité que la collectivité régionale ne prenne quoi que ce soit en maîtrise d'ouvrage. Et vous savez pourquoi ? C'est faux. Parce que tout simplement, lorsque la collectivité régionale est en maîtrise d'ouvrage, il y a des panneaux qui indiquent que la région construit pour vous. Et comme moi-même, je suis conseillère régionale, elle ne souhaitait pas que sur sa commune de Baïf, qu'il y ait ce type de panneau qui indique que la région construit. C'est pour vous dire jusqu'où les choses vont. Vous savez que dans le cadre du plan de prévention et de gestion des déchets, la région a lancé une construction de 9 déchetteries. Et parmi les 9 déchetteries, il est prévu qu'il y ait la construction d'une déchetterie sur l'ancienne décharge de Baïf. Pour ce faire, puisque c'est l'agglomération qui a la compétence collecte et traitement des déchets, la région qui construit
aux côtés de l'ADEME, eh bien, met en place un comité de pilotage. Et dans ce comité de pilotage, on retrouve la région, on retrouve l'ADEME, on retrouve la commune, on retrouve l'agglomération et on définit au fur et à mesure un cahier des charges de construction, le type de benne qu'on veut voir, la superficie, un certain nombre d'éléments. À ce comité de pilotage pour Baïf, la mairie est venue pratiquement à tous les comités de pilotage, pas Madame le maire sortant, mais un de ses conseillers municipaux ou des fois un technicien. Et au moment même où, juste avant le confinement, les travaux ont démarré, mais quand je dis les travaux, il faut savoir que sur le site de Baïf, lorsqu'on s'est penché sur les travaux à faire, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la décharge n'avait pas été totalement réhabilitée. Et ça rajoutait un surcoût de 1,8 million pour pouvoir réhabiliter l'entièreté de la décharge avant d'y mettre une déchetterie. Et donc, ce que nous avons fait, puisque nous sommes dans la construction durable, c'est que les gravats qui étaient issus du chantier de Pointe-Noire, nous avons commencé à les transférer sur le chantier de Baïf. Ces gravats vont servir à la construction de la déchetterie. Madame le maire et la région avaient mis un panneau indiquant le projet de construction de déchetterie qui était en cours. Eh bien, Madame le maire a fait enlever ce panneau en disant que, en appelant la communauté d'agglomération, en appelant la collectivité régionale, pour qu'on ne puisse pas voir le travail que la région Guadeloupe et que la conseillère régionale que je suis bien fait sur Baïf. Moi, je travaille pour la Guadeloupe et Baïf fait partie de la Guadeloupe. Je ne travaille pas plus pour Baïf que pour d'autres, mais il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis en termes de bilan de la conseillère régionale que je suis, tout le bourg, la voirie du bourg a été entièrement rénovée. La falaise de Monmabouille a été rénovée, a été consolidée. Les barrières de sécurité ont été faites. Madame Ponchateau, nous avons conforté la berge de la rivière de Baïf. Nous avons un projet de déploiement de la fibre optique qui a pris du retard avec la gestion de Covid sur Baïf. Et puis, évidemment, la conseillère régionale que je suis accompagne la population au quotidien en termes d'amélioration de l'habitat, en termes de l'obtention. Vous savez, les gens vous sollicitent pour des aides à l'entreprise, pour un certain nombre de choses. Et puis, vous avez les jeunes pour la création de l'emploi. Vous avez par exemple aussi les bourses, les contrats doctoraux, etc. Donc, moi, je suis à ma permanence et je reçois les gens au quotidien pour pouvoir les accompagner. Mais permettez, je vous pose cette question à toutes les deux. Avez-vous le sentiment que ces tiraillements-là empêchent la commune d'avancer de manière cohérente, puisque vous dites travailler pour l'intérêt des Baïfiens, ainsi que Marie-Yveline Ponchateau, mais ce qu'on peut voir au niveau du discours, c'est que il y a quand même quelques tiraillements qui font que les choses ne vont pas comme il faut. Quand vous avez, juste après, vous répondez. Madame Brassé, on m'a donné la parole. Allez-y, et ensuite vous répondez. Un maire qui a des difficultés, on ne disconvient pas qu'elle a pris une municipalité avec un déficit budgétaire important, etc. On n'en disconvient pas. Mais quand, sur cette difficulté, vous rajoutez un refus obstiné à vouloir travailler avec la collectivité régionale, ben oui, vous augmentez la difficulté. Donc ce que vous dites là, c'est que vous avez voulu travailler avec le maire en place et que ça n'a pas été possible. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. La preuve, lorsque la commune donne la maîtrise d'ouvrage des travaux à faire, une collectivité majeure, je prends un exemple. L'éclairage public qui a été rénové. Madame le maire a voulu passer par le ministère de l'écologie et le ministère de la transition écologique et solidaire. Mais posez-vous la question, pourquoi la grande majorité des communes
sont passés par le dispositif régional avec les fonds européens. Parce que tout simplement, lorsque la région est en maîtrise d'ouvrage, eh bien, elle permet de reverser ce qu'on appelle la TVA, le fonds de compensation de TVA aux communes. Alors même que la commune n'a rien déboursé, mais le simple fait que la collectivité régionale fasse les travaux, eh bien, à la place de la commune, ça permet de l'entrée d'argent à la commune. Voilà un exemple. Merci, Marie-Evelyne Ponchateau. Et ensuite, nous arriverons. Il est toujours facile, je dis, de faire de la manipulation. Alors, maîtrise d'ouvrage délégué, parlons-en. Madame Yves Boisselet, quand vous trouvez déjà un projet en maîtrise d'ouvrage délégué, vous le déprogrammez, qu'est-ce que cela veut dire? Le presbytère, il était déjà programmé. Ce presbytère, j'étais conseiller régional, ce presbytère, on avait un reliquat de financement sur la rénovation des monuments historiques qui a été attribué justement pour la maîtrise d'ouvrage délégué pour la rénovation de ce presbytère. Cela a été déprogrammé en me disant devant tous mes conseillers municipaux, peut-être que Mme Gustave Duflo a la mémoire courte, que cela, avec la loi Notré, on ne pourra pas faire cela. Mais on verra, on pourra peut-être donner une subvention de 100 000 euros. Mais j'ai marché après pour avoir cette subvention de 100 000 euros, je ne l'ai pas fait. Mais en contrepartie, prenons l'exemple, on nous avait dit aussi que c'était cultuel. Mais je constate aujourd'hui, on finance beaucoup de rénovation de sites cultuels. Mais ce n'est pas grave. Les travaux démarrent le 15 juin avec l'aide du département et les fonds propres de la collectivité régionale. Alors, Madame Gustave, les fonds de la commune ou de la collectivité régionale? De la collectivité départementale et les fonds propres de la commune. Alors, Madame Gustave Duflo mélange tout. À sa manière, ça l'arrange. Moi, je dis que je n'ai jamais fait de la politique dans le mensonge. La population est en face de sa conscience. Le bilan, je me tiens, il est exhaustif parce que l'héritage, il était lourd sur tous les plans. Administratif. Et aujourd'hui, quand il faut gérer aussi des administratifs qui acceptent de vouloir aller au placard et qui ne font pas ce qu'il y a à faire, eh bien, vous comprenez bien aussi que c'est le maire qui met la main dans le cambouis et le maire maîtrise ses dossiers. La déchetterie, parlons-en. Sur un projet de 3 millions... 3 millions 8. Oui, merci. 3 millions 8, Madame le maire. Et mon premier adjoint participe à ces réunions régulièrement et quand il ne peut pas, c'est l'administratif qui suit ce dossier en mairie. On a un compte rendu chaque fois. Un panneau est dressé avec un montant de 138 000 euros. Mais c'est la moindre des choses qu'on avertisse la collectivité. En appelant la communauté d'Aglo, la communauté d'Aglo nous dit tout à fait autre chose. J'appelle le président en personne qui me dit ne pas être informé et me dirige vers un administratif. Et l'administratif aussi étonné. Et il y a un planning, il y a une estimation financière, il y a un planning. Que s'est-il passé? Eh bien, il y a un panneau qui a germé comme un champignon sur le territoire. Qui a mis ce panneau? Je suppose que c'est la collectivité régionale, puisque c'est le logo de la région. Mais sauf qu'il y a un maire en place, sauf qu'il y a un service d'urbanisme, eh bien, on fait les choses réglementairement. Rien n'a été fait. Il y a donc, pas de c'est la guerre à Baïf entre vous? Ce n'est pas la guerre, sauf que Madame le maire, elle est véative sur le terrain. Dans la mesure où les élections arrivent, on veut tout faire pour Baïf aujourd'hui. En quelques mois, on veut tout faire pour Baïf. Non, eh bien non, on fait tout pour Baïf régulièrement. On devrait faire tout pour Baïf régulièrement depuis 2015 à l'arrivée de la collectivité régionale jusqu'à maintenant. Alors, concernant autre maîtrise, je termine. Concernant autre maîtrise d'ouvrage déléguée, sous l'ancienne gouvernance, la réfection de la voirie communale, dans le cadre des travaux d'intérêt régionaux sur la voirie communale, il y avait été programmé trois grandes routes intérieures, dont Cadette. Cadette a été fait. Cadette a été travaillé sur bon nombre de kilomètres en faisant les accotements et en mettant en place toutes les barrières de sécurité, tout financé par la collectivité régionale. Madame Breslau, à l'époque, elle était maire. Oui, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais j'ai foncé et les travaux ont été terminés pour Cadette. Le deuxième projet, c'était
malgré tout, avait commencé, a été terminé. Le 3e, c'est Clairefontaine, il est déprogrammé. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que vous avez? Je ne suis pas resté à attendre. Hein. Eh bien, on a dit, eh bien, la commune fera par phase. Eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. En phasage. Je termine, madame. Il va plus rester beaucoup de temps concernant l'éclairage public. Non, mais il faut quand même dénoncer les choses qui sont fausses. Concernant quand même l'éclairage public, madame Gustave Duflo est arrivée conseillère régionale sous la nouvelle gouvernance où notre projet était déjà conçu dans le cadre du TEPCV avec Ségolène Royal, directement en répondant à des appels à projets par le biais de l'ADL. Donc aujourd'hui, la région, c'est quand la région est arrivée par la suite, on a transféré, avec le gouvernement actuel, a transféré cette compétence à la collectivité régionale. Donc, je n'avais pas à défaire mon projet pour repartir avec un projet pour la région. Merci. Eh bien, on est en train aujourd'hui de réceptionner, et nous sommes la seule commune à avoir 1,5 million de subventions, et la commune n'a rien déboursé en apport. Et nous allons percevoir la TVA. Merci. Alors, à vous. On a gagné parce que la TVA, nous l'avons. La FCTA, nous l'avons. Alors, ce que Madame Ponchatto oublie de dire, d'accord, c'est que tous ces travaux dont elle parle, le presbytère et la programmation, étaient sur le fameux C2DT. Vous vous rappelez le contrat de développement durable et territorial qu'avait mis en place l'ancien président de région. Rappelez-vous, un prêt de 150 millions avait été fait. Et lorsque l'équipe actuelle est arrivée sur les 150 millions, il restait plus que 15 millions. Il faut le dire, et le président... C'est votre interprétation. Le président Chalus l'a dit et l'a répété. Et donc, du coup, tous les C2DT dans les communes ont dû être abolis, puisque derrière, eh bien, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus que 15 millions. Donc, vous voyez un petit peu, Madame le maire sortant dit que je manipule la population, non, la réalité est que l'ensemble des travaux qui ont été déprogrammés étaient sur le fameux C2DT qu'elle a soutenu. Je rappelle qu'il y avait plus de 4 millions d'euros de travaux pour Baïf et que le maire sortant a soutenu, etc. Quand la collectivité régionale arrive, sur les 150, il ne reste plus que 15 millions. Et donc, vous le savez, le président Henri Chalus a pris son baptême de pèlerin et a rencontré chaque commune, a rencontré les 32 maires des communes pour dire voilà ce qui reste et voilà moi ce que je peux mettre en place avec le budget actuel dont je dispose. Et c'est ainsi que les fameux C2DT ont été remplacés par les conventions avec la région. Mais évidemment, si vous aviez 150 millions d'euros dédiés aux travaux et que vous n'avez plus que 15 millions, vous voyez bien que vous ne pouvez pas avoir la même dimension d'envergure des travaux. Est-ce que vous avez le sentiment que Baïf a été la commune sacrifiée de tout cela? Non, Baïf n'a pas été la commune sacrifiée parce que malgré le fait qu'il n'y avait plus de C2DT, le président en 2017, quand il vient faire sa visite, il a une vraie séance de travail avec l'équipe municipale et le maire sortant et ils définissent ensemble. C'est pas à dire que le président de région est venu et imposer en disant je vais faire ci, je prends pas ça. Non, ils ont défini ensemble les priorités de chantier des travaux à réaliser et je le mentionne, le presbytère n'était pas dans ses priorités. Déjà et donc, non, c'était sur le C2DT, Madame le maire sortant. C'était sur le C2DT. Soutenez ça comme vous voulez, ça n'était pas sur le C2DT. Donc, mais avant la convention avec l'équipe actuelle, l'ancienne convention, c'était le C2DT. Donc, c'était sur le C2DT et Madame le maire n'a pas présenté le presbytère comme étant des travaux prioritaires à réaliser. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut regarder un petit peu comment Madame le maire agit. Elle dit oui, la déchetterie, vous voulez tout faire avant les élections. Mais non, c'est pas tout ça fait 2 ans que nous nous battons pour faire construire ces déchetteries. 2 ans de procédures administratives, de problèmes sur les terrains qui nous sont alloués pour pouvoir faire ces chantiers. 2 ans. Nous ne sommes pas arrivés
nous ne sommes pas arrivés à la veille des élections pour dire on sort une déchetterie. Non. Non, c'est un projet construit, nourri et qui se trouve aujourd'hui dans le plan de prévention, de gestion des déchets de la Guadeloupe, un plan qui est envoyé à la Commission européenne. Donc ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un coup pour un coup. Et enfin, je finirai. Vous voyez sa façon de faire. Oui, il faut sortir des travaux juste avant les élections. Premièrement, les travaux du presbytère, elle dit qu'ils vont commencer que dans 15 jours, mais je suis comme saint Thomas. Je demande à voir pour le voir. Et puis, surtout, dans son ordre du jour de mercredi prochain, on voit que le plan du financement du presbytère y est mis. Du presbytère, il est mis. On voit également que les travaux de la mairie ou avant les élections, avant le second tour, il y avait eu un panneau en grande pompe qui mettait un plan de financement, etc., mais qui n'avait pas été voté par la commune. Donc en fait, Madame le maire, vous vous trompez. Elle m'accuse de ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle m'accuse de mettre des panneaux pour annoncer des travaux, alors que moi, la déchetterie, ça fait bien plus de 2 ans qu'on y travaille, on a fait des annonces et toute la population de Guadeloupe est au courant de la construction de ces 9 déchetteries. Et Madame le maire, aussi bien pour le presbytère, aussi bien que pour la mairie d'Aliture, puisque maintenant, parce que maintenant notre mairie d'Aliture est complètement laissée à l'abandon. Eh bien, elle vous sort des panneaux, alors même que le plan de financement n'a pas été voté ou n'a pas été finalisé au sein du conseil municipal. Alors, Madame Yvelisse Boissé. Alors maintenant, il va falloir vraiment passer parce que sinon nous n'avons pas beaucoup de temps. Je voudrais simplement dire, Madame Yvelisse Boissé, vous savez, l'heure du politique, ce n'est pas l'heure de l'administration. Et en fait, nous sommes tributaires des entreprises. Donc, quand vous avez de vieux bâtiments et que vous entreprenez un vaste chantier de rénovation et que vous trouvez des aléas devant vous, il faut reculer d'un pas pour pouvoir retomber sous ses 2 pieds. Donc, merci à vous. Non, je termine sur ça. Mais vous n'aurez pas beaucoup de temps pour pouvoir avancer ce que vous voulez faire pour la commune. Aujourd'hui, ça gêne que justement, n'ayant pas beaucoup de moyens financiers, qu'on arrive à faire beaucoup avec peu de moyens et surtout quand d'autres se permettent de traîner les pieds. Donc, aujourd'hui, ça dérange. Mais c'est dans l'intérêt d'abord des Merci. Alors maintenant, je reprends avec vous. Que pensez-vous justement faire pour cette commune si d'aventure vous êtes élu? Quelles seront vos priorités? Eh bien, écoutez, je crois que Baïf a trop souffert de la division. Et comme je l'ai dit, quand on est maire, on ne travaille pas pour un clan. D'accord ? On ne travaille pas pour déclasser ces terrains familiaux pour pouvoir permettre que des constructions se fassent. On travaille pour tout le monde. Alors, nous, Unir pour Baïf, c'est ça. C'est-à-dire que nous voulons que l'action municipale retrouve une action de proximité et qu'on retrouve des liens sociaux. Des maisons de quartier, à Karata, à Cadette, à la Cité Batterie, ces maisons sont laissées à l'abandon. Et donc, nous voulons tout simplement pouvoir rénover ces maisons pour que les gens du quartier retrouvent du lien social, ils le disent. Ils disent également que l'équipe municipale est absente, on ne les voit pas et on les voit seulement au moment des élections. Et bien pour cela, nous mettrons des conseillers municipaux référents de quartier et n'importe qui dans son quartier saura qu'en cas de problème, il a un référent auquel il peut s'adresser. Et nous ferons également des conseils municipaux décentralisés puisque dans les quartiers, vous avez des problématiques spécifiques. Ça, c'est le premier point, retrouver du lien. Et puis, permettre aux CECAS d'être fonctionnels. C'est-à-dire que les plus démunis, quand vous avez envie, quand vous avez un indigent à enterrer dans la fosse communale, vous n'allez pas lui demander, vous ne demandez pas à sa famille 800 €. La solidarité municipale doit jouer, alors que dans le même temps, l'équipe municipale enterre un ancien salarié municipal sous les frais de la commune. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et puis, de toute façon, il nous faut arrêter
le matraquage fiscal de la commune. Comme je l'ai dit, seulement 30% de la population paye l'impôt. Donc lorsqu'on a des augmentations, il est devenu invivable de vivre à Baïf en matière de taxes d'habitation et en matière de taxes foncières. Nous sommes les communes qui avons connu les plus grosses augmentations pour pouvoir tout simplement répondre au déficit budgétaire. On ne résout pas un déficit budgétaire en matraquant fiscalement sa population. Et pour cela, nous développons dans notre programme les recettes, c'est-à-dire comment nous allons faire pour faire rentrer de la recette, d'accord, et pour permettre à la commune d'être soulagée. Alors un exemple juste, comment vous allez faire? Eh bien tout simplement, le centre aéré. Le centre aéré qui a été laissé à l'abandon pendant encore 6 années supplémentaires. Nous avons un centre aéré, d'accord, sous les hauteurs de Saint-Louis qui jouxte Matouba. Eh bien, on n'en fait rien. Alors que ce centre aéré pourra accueillir des conférences, des séminaires, des formations sportives, même pour accueillir les enfants pendant les vacances. Ça, c'est de la recette. C'est-à-dire qu'en rénovant le centre aéré de manière assez immédiate, vous avez de la recette qui rentre. Et là encore, ce centre aéré a été complètement laissé à l'abandon. Et puis, c'est notre zone... Dernier point. C'est notre zone artisanale et commerciale. Cette zone qui est en train de mourir. Le développement économique a été transféré à la communauté d'Aglo. Je suis d'accord, mais la commune, derrière, a son mot à dire en termes de transfert de taxes professionnelles. Et là aussi, nous pensons tout simplement renégocier la taxe professionnelle parce qu'il n'est pas normal que Baïf n'ait pas 1/3 de la population de la communauté d'Aglo et qu'elle participe à 1/3 du développement économique de la communauté d'agglomération. Et puis évidemment, les associations, le monde sportif, nous ne les oublierons pas non plus. Merci à vous. Marie-Evelyne Ponchatteau, donc pour cette dernière phase, en priorité, que voulez-vous faire? Est-ce que vous serez dans une continuité? Alors, en priorité, nous avons un programme de 2014. Et on s'est toujours dit que nous allons avancer en fonction de nos possibilités, ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, il s'agira de conforter notre programme de 2014, puisque les chantiers, les investissements vont démarrer, mais mieux encore, quand Mme Gustave Duflo annonce un certain nombre de choses, ce sont des procédures qui sont déjà mises en place. Avec la communauté d'Aglo et la nouvelle gouvernance, nous avons déjà à travailler. On a tout fait, oui, on a tout enclenché, on a ouvert tous les chantiers, l'observatoire fiscal, parce qu'aujourd'hui, je suis accusé d'avoir augmenté les impôts. Je n'ai pas augmenté les impôts. Il y a un préfet arbitrairement qui a augmenté les impôts sans concertation avec nous, alors qu'il le faisait avec Basse-Terre, qu'il le faisait avec d'autres communes. Et que Mme Gustave Duflo a même approuvé ce qui se faisait pour Basse-Terre et qui disait que ce n'était pas bon pour Baïf. Alors aujourd'hui, concernant justement l'augmentation des impôts, ce que Mme Gustave Duflo oublie de dire à la population, c'est que la population n'a pas subi cette augmentation à 70%, puisqu'on a en même temps la suppression de la taxe d'habitation, donc elle a subi cette augmentation d'impôts qu'à 40%. Dans la mesure où les taux qui ont été pris en compte, ce sont les taux de 2017, mais pas les taux de 2018, puisque c'est en 2018 qu'il y a eu cette augmentation par le préfet. Alors, concernant justement notre projet, nous continuons nos projets. Toutes les études sont en cours et nous allons procéder déjà par un vaste chantier de rénovation de tous nos bâtiments communaux, puisqu'ils n'ont pas été entretenus depuis belle lurette, mais surtout avec la mise aux normes de tous les ERP. Mieux encore, la rénovation du centre-bourg avec l'aide du département, en partenariat avec le conseil départemental, en partenariat avec l'agence des 50 pages géométriques, ce projet, il est mûr et il va démarrer. Merci. Donc il y a plusieurs chantiers qui se feront par phasage et Baïf sera un chantier pour l'année 2020. Merci à vous. Merci à vous pour l'année 2020. Alors, je vous donne quelques secondes pour vous adresser à la population. Alors, une phrase forte ou ce que vous voulez, mais en tout cas, essayez de convaincre
ceux qui ne sont pas allés aux urnes, notamment puisque vous avez parlé en début d'émission d'un taux d'abstention qui est important. Et je débuterai avec vous, Sylvie Gustave Diduflo. Alors, qu'avez-vous à dire à cette population? Alors moi, ce que je voudrais dire à la population, c'est que j'appelle à l'unité à Baïf de toutes les populations, et qu'au cours de ce débat, la population s'est rendue compte qu'à aucun moment je n'ai manqué de respect au maire sortant, et pourtant des mots comme manipulation, comme mensonge ont été proférés. Elle est le maire de Baïf, je pense qu'elle fait du mieux qu'elle peut, mais aujourd'hui la population, en faisant le vote de défiance au premier tour, ne veut plus de cette équipe municipale. Donc j'appelle au grand rassemblement derrière Unir pour Baïf, pour que nous puissions enfin commencer à travailler et à sortir Baïf du trou où cette commune se trouve, une commune avec énormément de potentialités rurales, agricoles, complètement oubliées par l'équipe municipale, les marins-pêcheurs, les socioprofessionnels, la zone d'activité, nous avons du potentiel. Et puis, ce que je voudrais leur dire, c'est que, voilà, Unir pour Baïf, c'est une vision, puisque nous pouvons également créer un pôle industriel du côté de Blanchette, avec la déchetterie, avec déjà des entreprises de BTP qui existent, amplifions cette zone d'activité économique. Pourquoi? Parce que nos jeunes s'en vont. Nous sommes à 5600 habitants contre près de 7000 il y a une dizaine d'années. Donc les jeunes s'en vont parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc créons l'emploi et faisons en sorte que nos jeunes trouvent le bonheur à Baïf. Merci. Marie-Evelyne Pochatto. Oui, je dirais tout d'abord que je remercie les électeurs qui ont bien voulu me désigner comme favorite pour ce second tour. Je leur demande de redoubler d'efforts et qu'ils peuvent toujours compter sur ma détermination qui est intacte. Ma détermination de vouloir travailler dans l'intérêt général, mais surtout pour la promotion de ma commune, pour que ma commune change d'image et qu'elle devienne la plus attractive sur le sud Basse-Terre. Et je terminerai en disant qu'une bonne gestion sérieuse fait le bonheur des autres. Donc, je laisse la population face à sa conscience et en disant qu'ils ont en face d'eux un maire qui agit dans l'équité, dans la sincérité, dans l'honnêteté, mais surtout dans la vérité. Voilà. Merci. Et je compte sur leur démarche civique du 28 juin. Même s'il y a le Covid, le maire mettra tout en place pour leur sécurité. Merci à vous. Merci, mesdames, d'être venues sur ce plateau et je vous souhaite une bonne campagne. Et nous nous retrouvons pour la soirée électorale de ce second tour. Excellente soirée à vous et puis nous poursuivons sur notre tour des communes spéciale élection municipale et communautaire du 28 juin. Excellente soirée. Merci.